Suite de ce bienvenue chez vous, Jacques Florentet avec nous. Bonjour Jacques. Bonjour Jean-Luc. Merci d'être avec nous. Alors, souvent on cherche des cadeaux de Noël, des cadeaux de fin d'année, des cadeaux de Nouvel An, tout ça. Eh bien, il y a forcément quelque chose qui pourra plaire à tout le monde, c'est ce livre-là, parce que ce sont des plantes toxiques qui soignent. Alors au départ, quand on offre ça, on se dit tiens, il nous veut du bien, il nous veut du mal. Et quand on lit le bouquin, on se dit non, finalement, il ne veut que du bien. Donc c'est déjà un beau message pour la nouvelle année, non? Oui, ça c'est certain. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, sous les plantes toxiques, on arrive à avoir des substances naturelles qui permettent de faire des médicaments qui soignent. Alors, il y a des plantes anticancéreuses, mais ça marche. Enfin, quand on dit par exemple qu'une plante est anticancéreuse, c'est-à-dire quoi? Qu'on a fait des tests, qu'on a vérifié? Oui. Alors, ce sont au départ des plantes toxiques. C'est-à-dire, il ne viendrait à l'idée de personne de les utiliser soi-même dans le cancer. Mais quand on a fait des recherches sur ces plantes-là, on s'est aperçu effectivement qu'elles ont des bonnes propriétés qui bloquent les divisions cellulaires. C'est le cas de la pervenche de Madagascar? Voilà, alors il y en a une, c'est la pervenche de Madagascar. J'ai fait des repères, hein, mesdames, messieurs, je cherche, je vais vous la montrer tout de suite. Ah ben la voilà. Quelle organisation. Celle-ci, elle était utilisée à Madagascar contre le diabète, en fait. Et quand on a fait des tests chez les rats, on s'est aperçu que les rats attrapaient toutes les maladies qui traînaient dans l'animalerie. Pourquoi? Cette fleur, hein. Elle est très jolie, hein. Elle est ornementale, on la trouve maintenant un peu partout dans nos régions, mais elle ne supporte pas le gel. C'est une très belle fleur. Et donc pourquoi à propos des rats? Et alors, les rats attrapaient toutes sortes de maladies parce que, en fait, les extraits de cette plante détruisent ces globules blancs, comme la chimio. Ah, oui. Et elle détruit aussi les cellules cancéreuses. Et donc, depuis les années 65, l'industrie a sorti 4 grands médicaments anticancéreux qu'on trouve généralement comme milieu hospitalier. On en apprend tous les jours. Alors, l'IF aussi, par exemple, j'ai vu ça, c'est la page juste après. C'est quoi les vertus de l'IF? C'est anticancéreux aussi? Alors, celui-là est bien connu parce que c'est un arbuste qui est taillé absolument partout. On le trouvait aussi en bordure des cimetières, bien souvent. C'était très gênant quand on transportait les cercueils avec les chevaux, parce que quand ils s'amusaient à brouter les rameaux d'IF, le cheval était mort au pied. Ah oui, effectivement. Très toxique et assez foudroyant. Et l'aventure a démarré en Amérique, où les Américains avaient mis en évidence l'action anticancéreuse des écorces. Mais il fallait 10 arbres pour soigner un patient, donc ce n'était pas possible. Et les recherches ont été reprises par une équipe française de Gif-sur-Yvette, et ils ont trouvé des précurseurs anticancéreux dans les feuilles. Donc là, c'est beaucoup plus facile, parce qu'on peut récolter chaque année. Et là aussi, ce médicament est sur le marché maintenant depuis 5 ans ou 6 ans. Et les médicaments anticancéreux faits avec des plantes représentent 42% de toute la chimiothérapie actuellement en pratique. Mais c'est étonnant. L'autre jour, je me faisais cette remarque parce que ça fait quand même de nombreuses années qu'on se voit, qu'on en parle. J'ai du mal à imaginer que sous cette petite pastille blanche, selon médicaments brunâtres, il y a des plantes, enfin il y a des extraits. C'est difficile à comprendre et pourtant, il y a des plantes là-dessous. Sous les médicaments qu'on prend lorsqu'on prend un médicament. C'est ça, bien qu'elle souvent. soit pastille blanche ou bien gélule, souvent, il y a quand même des plantes là-dedans. Bien souvent, les médecins ne connaissent pas toujours l'origine de la molécule qui est dans le médicament qu'ils prescrivent. Parce qu'eux n'ont malheureusement pas reçu d'enseignement de phytothérapie, ni de pharmacognosie. Mais en même temps, c'est très intéressant, parce que quand on met un peu de temps à rechercher, on apprend plein de choses, quoi. Et ça vaut le coup. C'est pour ça que ce livre est utile. Alors moi, je me suis forcément arrêté sur une plante qui s'appelle le fameux gui. Ah, si on n'en parle pas maintenant, on en parlera plus tard, je ne sais pas à quel moment. En tout cas, le gui, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce gui? Hautement toxique ou pas? Pas hautement toxique, il n'est pas mortel, mais il est quand même très toxique si on consomme ces fruits, là, ces petits fruits blancs. Ça peut quand même être assez dangereux, ça donne des vertiges, des nausées, des vomissements. Ah oui, donc ne pas toucher à ça. Non. Donc ce n'est pas une plante qui est officiellement médicinale chez nous, elle est considérée comme plante toxique. Mais par contre, en Allemagne, il y a des préparations à base de gui fermenté. Donc bien souvent, ce sont des gui de chêne qui sont fermentés. Ensuite, on va faire un extrait. Et c'est prescrit par des thérapeutes, je dirais, pas alternatifs, mais complémentaires, des médecins, qui prescrivent en injectable des extraits de gui dans certains types de cancers. Et j'ai vu, en parcourant votre livre, alors, je ne sais plus où j'ai mis mon repère, ce sont les plantes de sorcières. Enfin, ça s'appelle plantes de sorcières. Attendez, je vais essayer les plantes des sorcières, oui. Plantes des sorcières, hein, c'est ça, hein, j'ai pas rêvé. Alors, alors qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Voilà, là, ce sont des plantes qui sont très toxiques. Hein, c'est la belladone, ça va être le datura, ça va être... Celle qu'on voit, c'est quoi? Alors ça, c'est la belladone. Ça va être le datura, ça va être la jusquiame. C'est des plantes qui agissent sur le système nerveux autonome, mais dont certaines peuvent avoir des effets psychotropes, hein, comme les datura.
Ça peut modifier un peu la conscience. Voilà. Et on en a fait, depuis le Moyen-Âge, des médicaments contre la douleur. Hein. Bien souvent, il y avait des éponges soporifiques qui étaient faites avec ces plantes-là. Mais ce qui nous a intéressé aussi, c'est le problème des sorcières. Parce qu'on voit souvent des sorcières se promener sur un balai. Et certaines hypothèses de chercheurs disent que les sorcières, en fait, elles enduisaient en fait le balai avec des extraits de plantes de ce type-là, de belladone, de datura, de jusquiam, pour avoir des effets psychotropes majeurs et s'envoyer en l'air. D'où la fameuse sorcière qui vole sur un balai, dont le manche était enduit de ces substances qui faisaient voyager l'esprit. Ah, on apprend des trucs. Oui. J'ai vu l'autre jour sur nos mails une question assez étonnante en disant, mais demandez un peu à Jacques Florentin qui vous parle de la fleur de Bach. Je ne sais même pas ce que c'est, moi, la fleur de Bach. Les fleurs de Bach, c'est un médecin anglais qui a mis au point une thérapeutique tout à fait originale à partir d'élixirs floraux. C'est-à-dire ce sont des plantes qui sont des fleurs qui sont récoltées à certains moments, je crois le matin à la rosée, récoltées à la rosée, mis ensuite à macérer dans un alcool fort type cognac local. D'accord. Alors, pas du cognac, alors ça doit être peut-être de l'armagnac ou enfin quelque chose de fort. Un alcool fort local, anglais, donc pas du cognac alors. Un alcool fort anglais. Ensuite, elles sont macérées pendant, je crois, 24 heures. Puis elles sont diluées dans de l'eau et on en fait des élixirs. Et sa stratégie a été d'observer le comportement des gens quand ils prennent ces fleurs-là par rapport à leurs émotions. Et donc, il y a une classification émotionnelle. Et selon le type d'émotion que l'on ressent, il y a un certain nombre de fleurs qui leur correspondent. Voilà les élixirs floraux de Bach. Il y a, je crois, 18 fleurs qui sont présentées sous forme d'élixir. Ah, voilà, on a tout appris. Donc, un cadeau sympa pour les fêtes, ça s'appelle Des plantes toxiques qui soignent. C'est préface de Jean-Marie Pelt, donc je ne présente plus. C'est donc Jacques Florentin qui vous propose ça sur des photos de Jean-Claude Hayon. Voilà la couverture, vous ne pouvez pas le rater. Eh bien, avant de vous laisser repartir, Jacques, nous, on sait que vous aimez le Pérou, vous y allez de temps en temps. Là, on a découvert par l'AFP un nouveau site. Alors, on connaît tous le Machu Picchu qui a fêté ses 100 ans, d'ailleurs, cette année, 100 ans de la découverte. Là, il y a un autre site, on va vous le présenter et à la limite, on pourra échanger quelques mots juste après. Regardez. Ces ruines majestueuses sont un mystère. Construite il y a 1600 ans, elle s'étale sur un plateau à 3700 mètres d'altitude. On ne sait presque rien de ses anciens habitants, ni pourquoi le site s'est vidé 2 siècles avant l'apogée de l'Empire Inca. Le site de Marcahuamachuco a fait grande impression sur ce consultant du Global Heritage Fund, une ONG américaine qui défend le patrimoine des pays en développement. Ce qui m'a frappé, c'était que c'était d'une transparence déconcertante. C'était vraiment une déclaration publique. Ça a été construit pour impressionner. Marcahuamachuco est le site archéologique le plus important du Pérou pré-incaïque. Seulement voilà, il a été pillé pendant des années et personne n'a encore percé ses secrets. Des habitants occupent aujourd'hui les ruines, cultivent, élèvent des animaux, des conditions difficiles pour sauver un trésor du patrimoine péruvien. Ceux-là même qui ont construit ce site l'ont réparé sans grande précaution quand ils ont dû faire face à des catastrophes naturelles. Nous, aujourd'hui, nous voulons le restaurer parce que nous considérons que c'est un site précieux en raison de son message, de son authenticité. Beaucoup espèrent que le site brise un jour la dépendance du Pérou vis-à-vis de la citadelle du Machu Picchu, un des sites des plus visités d'Amérique, mais à la limite de la surexploitation pour le tourisme. Pour l'instant, à Marcahuamachuco, consultants étrangers et gouvernements péruviens travaillent main dans la main. Objectif, que le site soit inscrit rapidement au patrimoine mondial de l'UNESCO. Vous aviez, Jacques, entendu parler du Marcahuamachuco ? J'en ai entendu parler, mais je ne l'ai pas localisé de manière précise. Et ce qui est original, c'est qu'il est vraiment pré-inca, mais très longtemps avant les Incas. 2 siècles avant, oui. Voilà. Non, les Incas, c'est... Là, ils disent 2 siècles avant les Incas. Oui, qu'il a été détruit. Mais oui. il aurait été construit peut-être 1000 ans avant la période Inca. Et là, on voit au niveau des pierres que l'assemblage est fait de manière assez sommaire. C'est un assemblage très différent de ce qu'assemblaient les Incas, qui assemblaient les pierres
pour lutter contre les séismes. En fait, c'était des pierres anti-tremblement de terre. Et déjà à l'époque. Voilà, la caractéristique, c'est que les pierres ont plusieurs angles. Elles n'ont pas 4 angles comme les pierres classiques. Elles en ont 6, 8, 10, 20. Et elles sont imbriquées comme un puzzle. Et les constructions sont faites de manière un peu trapézoïdale, ce qui fait qu'elles résistent au tremblement de terre. Donc, pratiquement toutes les constructions Incas ont résisté au tremblement de terre, antisismique. Alors que ce site-là a l'air beaucoup plus ancien, beaucoup plus archaïque, et il ne semble pas connaître cet assemblage de pierres particulier des Incas. C'est une civilisation qui vous fascine, la civilisation Inca, ouais. Oui. C'est étonnant, mais quand même. C'est fascinant parce que quand on imagine que les Incas, avant l'arrivée des Espagnols, dans la ville de Cusco, ils étaient 300 000 habitants. Après les Espagnols, ils étaient 15 000. Ils avaient donc maîtrisé une agglomération de 300 000 habitants. Ils contrôlaient, au XVIe siècle, un territoire de 4 000 km. Et ils ne connaissaient ni la roue, ni l'animal à chevaucher. Il n'y a pas de chevaux. Il y avait le lama, mais le lama, on ne peut pas monter sur un lama. Il transporte 20 kilos. Et donc, avec des moyens de communication traditionnels, tout à pied, ils contrôlaient 4 000 km. Et ils ont été défaits par les Espagnols qui sont arrivés à 300. Donc aujourd'hui, on peut se demander encore comment ils ont fait tout ça, quoi. Ah oui, on est étonné de la manière dont ils ont construit, de l'observation qu'ils avaient pour les éclairages de certains temples qui recevaient la lumière du soleil qu'au solstice. C'est invraisemblable. On a tout entendu. Moi, j'avais même entendu qu'en se mettant par un certain angle de vue, on avait l'impression qu'il y avait même une piste d'atterrissage qui avait été faite à l'époque, alors que c'est totalement improbable. Mais bon. Oui. Il y a eu des dessins, effectivement, qu'on voit d'avions. C'est fou, dans certains hauts plateaux. Et on n'a pas trop l'explication encore. Ça reste très... Oui. Mais c'est peut-être mieux comme ça. Oui. Ça nous permet de faire évoluer aussi notre imagination, ce qui est pas mal non plus. Merci Jacques. On vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Donc je rappelle, des plantes toxiques qui soignent. Voilà le livre de Jacques Florentin. À bientôt.